messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. Un numéro très spécial parce qu'on va parler d'une question aussi spéciale. Comme vous le savez, c'est déjà la fin du mois de septembre et d'ici peu, c'est le mois d'octobre. Le mois d'octobre qui, à Kinshasa, reste souvent mouvementé par la dévéloterie. On verra d'ici peu des gens aller en masse devant les cybercafés pour tenter la chance d'aller aux États-Unis, aller vivre aux États-Unis, aller chercher sa vie aux États-Unis. Pourquoi quitter l'Afrique? Pourquoi rester aussi en Afrique? Ce sont des questions que nous allons tenter de développer au cours de cette émission, autour de cette émission plutôt. Vous avez donc compris qu'on va parler essentiellement au cours de cette émission de la dévéloterie, quelle est son origine, quelle est son importance. On va tenter d'en parler au cours de cette émission avec un consultant plutôt en matière d'immigration. Il a déjà passé dans cette émission 2 fois. Lui, c'est donc monsieur Patient Katabana Baraka, un Congolais de la diaspora. Il a vécu près de 18 ans aux États-Unis. C'est donc avec lui que nous allons tenter de décortiquer cette question de la dévéloterie. Monsieur Patient, bonjour. Bonjour, monsieur Hervé. Vous êtes consultant en matière d'immigration. D'abord, ça vous dit quoi, le fait de voir les jeunes avant d'entrer vraiment dans les fonds de notre sujet? Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir les gens se précipiter pour quitter leur pays, particulièrement les Africains? Certains sont même prêts à prendre des voies qui peuvent les conduire à la mort. Ça vous dit quoi de voir les gens se précipiter à quitter le pays? En fait, si je dois répondre à cette question, d'abord, je vous remercie pour la parole. Je dois dire que c'est question de survie. C'est l'instinct de survivance qui domine les gens. C'est-à-dire, lorsque la situation dans votre pays d'origine ne vous permet pas de vivre tel qu'il faut vivre, tu dois créer ou recréer les moyens de survivre. Et donc, c'est ainsi que nous avons vu des gens partir par la voie du désert vers notamment la Libye et vers la mer Méditerranée. Malheureusement, ce ne sont pas les bonnes voies, mais aussi, comme on peut dire, il y a d'autres qui sortent comme des réfugiés, il y a d'autres qui sortent comme des demandeurs d'asile, il y a d'autres qui sortent comme des voyageurs, et lorsqu'ils arrivent dans le pays d'accueil, ils demandent l'asile. Donc, c'est beaucoup plus les conditions de vie dans nos pays qui amènent les gens à réfléchir au-delà même de la dynamique sociale. Je vais parler de l'aérodynamique. Comment est-ce qu'on peut survivre au XXIe siècle et vivre une bonne vie? Voilà, je vous ai présenté ici comme un Congolais de la diaspora. Vous avez vécu 18 ans aux États-Unis. Est-ce que pour aller aux États-Unis, vous êtes passé aussi par la dévéloterie ou soit vous avez mené une démarche normale? J'ai mené une démarche normale et je dois dire que les gens ne connaissent pas beaucoup de voies comment aller aux États-Unis. Les gens pensent seulement qu'il faut aller comme réfugié ou bien par la voie de dévéloterie. Mais aussi, je dois vous dire que les chancelleries occidentales comme les États-Unis et le Canada, ils ont ouvert des voies par lesquelles vous pouvez appliquer pour émigrer aux États-Unis en tant que technocrate sur base de votre skill, votre connaissance, votre technicité, votre savoir-faire. C'est-à-dire sur base de vos études ou bien de votre créativité, ils peuvent vous accepter là-bas comme immigrant et vous restez là-bas avec votre famille. C'est une autre voie. Voilà, on va maintenant entrer dans les bains de notre sujet. On parle de la dévéloterie. Est-ce qu'en tant que consultant en matière d'immigration, vous pouvez nous rappeler ici l'origine de la dévéloterie? Non, je dois dire que la dévéloterie a commencé dans les années 90, 1990. C'est là que le Parlement américain, je veux dire, le Parlement américain avait décidé d'instituer un moyen par lequel les gens qui ont un certain niveau d'éducation ou de technicité ou de savoir-faire ou de connaissances peuvent émigrer aux États-Unis et y travailler parce qu'il y avait un besoin de main-d'œuvre. Étant donné que la main-d'œuvre locale était suffisante, mais aussi dans le besoin de diversifier la société américaine, une société qui se reconnaît dans ses efforts de diversification, mais aussi le potentiel que la diversification apporte. C'est comme ça qu'ils ont institué ça depuis 1990 et jusqu'à aujourd'hui, la dévéloterie continue. Alors, quelles sont les conditions pour participer à la dévéloterie? Parce qu'ici, on voit, d'ici peu, si vous êtes encore à Kinshasa, vous verrez comment ça se passe. En tant que consultant, en tant que quelqu'un qui a quand même de la connaissance en cette matière, comment ça s'est fait, les conditions de participation? Monsieur Hervé, je pense que je suis venu chez Congo Buzz TV pour essayer de clarifier toutes ces choses-là, en fait d'enlever
cette mysticité qui a été créée dans les têtes des gens. Je vois, parfois on demande, il y a des préconditions à Kinshasa, il faut aller s'enregistrer, il faut... Donc des histoires pareilles, et je dois dire ceci. En ce qui concerne les conditions, le département d'État américain avait institué des conditions depuis 1990. Lesquelles? La première condition, c'est d'abord votre pays d'origine doit être éligible. Parce qu'il y a des pays qui ont déjà amené beaucoup de gens aux États-Unis et qui ne sont plus éligibles parce qu'ils ont atteint un certain seuil d'acceptabilité. Un certain nombre de gens, ils ont déjà amené un certain nombre de leurs citoyens aux États-Unis, comme le Nigeria, comme le Ghana, comme l'Afrique du Sud, comme le pays comme le Canada, le pays comme la France. Je vous dis, même les pays européens, ils envoient leurs citoyens aux États-Unis au travers de la dévéloterie. Ce n'est pas seulement les Africains. Et donc, ces pays-là, comme la Jamaïque, ils ont déjà atteint le seuil, ils ne peuvent plus être éligibles. Donc, d'abord, c'est votre pays d'origine qui définit votre éligibilité. La deuxième condition qui a été instituée par le département d'État, c'est que tu devrais avoir un minimum d'éducation, c'est-à-dire un diplôme d'État. Et si vous n'avez pas un diplôme d'État, mais vous avez joué, que vous avez gagné, vous devez prouver que vous avez un certain niveau de technicité, c'est-à-dire 2 ans ou plus, comme on dit, de travail, c'est-à-dire votre CV doit démontrer que vous avez 2 ans ou plus d'expérience de travail pour combler le vide des diplômes d'État. De quelle manière quelqu'un doit prouver qu'il a une technicité, il a une compétence? Justement, maintenant, parce que je dois aller étape par étape, il y a des étapes qui se font au niveau de l'ambassade. Il doit prouver cela ici, plutôt dans son pays d'origine, c'est-à-dire il doit aller les prouver aux États-Unis. Il faut jouer d'abord. Lorsque vous gagnez, et vous savez que vous avez travaillé chez Congo Buzz TV pendant 5 ans, vous connaissez comment tourner les caméras, vous avez une certaine technicité en ce qui concerne les vidéos, vous pouvez avoir une lettre de votre employeur qui dit que M. Hervé, il a travaillé ici, il connaît ceci, il n'a pas un diplôme d'État, mais il a été formé ici chez nous et il peut s'en sortir dans telle matière. Il est mécanicien, il sait réparer les gros camions, c'est déjà une bonne connaissance. Ou bien il est maçon, mais il peut construire ceci et ceci. Donc, si vous n'avez pas un diplôme d'État, l'ambassade des États-Unis va accepter que tu présentes quelque chose de substitution, mais qui définit une certaine compétence en lieu et place d'un diplôme d'État. Avant de continuer sur la dévéloterie, une question directe à vous-même. Est-ce que ça vous fait plaisir aujourd'hui de voir les Africains se précipiter pour aller aux États-Unis alors qu'ils peuvent miser sur leurs chances dans leur pays d'origine? Bon, moi, je pense qu'il faut peser. Hein? Bon, il faut dire que nos pays ont défailli d'abord. C'est cette défaillance de leadership au sommet de l'État et au niveau des institutions qui a défailli dans l'encadrement de notre jeunesse, dans l'encadrement de notre jeunesse, dans l'accompagnement de notre jeunesse, mais aussi dans la provision des opportunités d'avancement pour notre jeunesse. C'est comme ça que notre jeunesse, c'est comme je vois Kinshasa, 99% dans les rues, dans les avenues, dans les boulevards, en train de vendre des cacahuètes, en train de vendre des papiers mouchoirs, en train de cirer les chaussures. Mais écoute, mais aussi des licenciés qui sont des chauffeurs de taxis, des chauffeurs de motos. Mais qu'est-ce que vous les avez offert? Si vous ne les avez rien offert, alors l'instinct d'autoprotection, l'instinct de survie exige à ce qu'une personne pensante puisse s'imaginer d'autres voies de sortie afin de survivre. Et donc, je ne condamne pas ces jeunes-là parce que le leadership au niveau de toute l'Afrique, nous avons défailli. Sauf quelques pays qui sont émergents, j'estime, mais la plupart des pays, à cause de la dictature, à cause de la mauvaise gestion des ressources, à cause du manque de redistribution de revenus, ils se sont retrouvés des chômeurs, ils se sont retrouvés dans le riz, ils se sont retrouvés hors des universités, et la seule voie de sortie, c'est aller dans les pays occidentaux. Mais si aujourd'hui tout le monde doit aller jouer à la dévéloterie pour aller vivre aux États-Unis, qui va rester aujourd'hui pour reconstruire l'Afrique? Qui va aujourd'hui rester en Afrique pour la remettre sur les bonnes voies? Mais écoute, c'est une bonne question. Mais les États-Unis ne prennent pas tout le monde. Et puis, attendez un peu, tous ces gens qui vont aux États-Unis, je ne sais pas, je n'ai jamais été aux États-Unis, c'est peut-être pour aller faire, je dirais, des petits boulots. Ils ne vont jamais travailler dans l'administration américaine. Alors que les Blancs qui quittent l'Occident viennent quasiment nous recoloniser. Bon, je comprends que tu ne comprends pas cette question de dévéloterie.
et je dois t'expliquer et je dois t'enseigner. Laisse-moi vous dire maintenant de quoi il s'agit. Lorsque quelqu'un a obtenu son visa à travers de la Devil Lottery, d'abord, le Devil Lottery signifie Diversity Visa Lottery. Diversity Visa Lottery. C'est-à-dire, c'est une question pas obligatoire, c'est une question de choix que les gens opèrent quand ils sont dans leur pays. Et lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, lorsque vous êtes récipient d'une carte verte aux États-Unis, ça vous donne beaucoup d'avantages. Je vais dire, après la carte verte, c'est la nationalité américaine. Lorsque vous restez aux États-Unis pendant 5 ans et étant résident permanent des États-Unis, vous obtenez la nationalité américaine. C'est obligatoire? Non, vous n'êtes pas obligé de prendre la nationalité américaine, mais c'est une voie qu'on vous offre pour, en fait, parfaire votre parcours et devenir citoyen américain si vous le voulez. Mais ce que je voulais ajouter, c'est quoi? C'est que quand vous êtes récipient de la carte verte, non seulement vous amenez tous vos enfants aux États-Unis qui ont été sur votre application et votre épouse, vous donnez la chance à ces enfants-là d'étudier dans de bonnes conditions, mais aussi vous pouvez entrer dans l'armée américaine. C'est quelque chose de fantastique. Moi, je vais vous féliciter si vous pouvez entrer dans l'armée américaine parce que ça vous donne cette voie-là. Mais aussi les bourses d'études. Les bourses d'études que nous n'avons pas ici. D'abord, l'école primaire, secondaire, l'école maternelle, primaire, secondaire, c'est gratuit aux États-Unis pour vos enfants pendant que vous avez obtenu la carte verte. Mais aussi le collège, les universités, vous pouvez obtenir des grants ou bien ce qu'on appelle scholarship. Mais aussi l'assistance financière, mais aussi vous pouvez étudier dans n'importe quelle université aux États-Unis si vous êtes résident permanent des États-Unis et peut-être prendre des dots, debt loan. You can have a student loan to further your education in the United States if you are permanent resident of the United States, si tu es résident permanent. Donc, il y a beaucoup d'avantages lorsque vous allez aux États-Unis. Et je dois ajouter ceci avant que vous me posiez la question suivante. Mais aussi, quand vous arrivez aux États-Unis, après moyennant 1 mois à 6 mois, vous avez déjà vos cartes vertes. Et cela vous permet maintenant de sortir. Vous pouvez sortir en dehors du pays. Vous pouvez retourner au Congo. Parce que vous voyagez avec votre passeport et vous avez la carte verte à côté. Vous pouvez aller en France, vous pouvez aller n'importe où au monde parce que vous êtes déjà résident des États-Unis. Nulle part, on va vous refuser le visa. C'est-à-dire, on considère que même si vous allez en Belgique, vous allez retourner aux États-Unis, là où vous êtes résident. Donc, et le pays offre tremendous opportunities. Les opportunités d'avancement que je ne peux même pas compter ici en tant que résident des États-Unis. Voilà, M. Patient, on poursuit toujours avec ces sujets de la développerie. Sur les 100% des gens qui vont tenter la chance de jouer à ces jeux, je dirais même 80% échouent. Oui, je dois expliquer. Est-ce que la chance ou les chances de réussir à ces jeux dépend du cyber auquel vous partez jouer, où il y a certaines stratégies à mettre en place pour espérer gagner? Bon, je pense que c'est une question très très bien posée, mais je dois encore retourner derrière pour dire que pour les amis qui n'entendent pas bien le français, j'ai tourné la même émission à Lingala. S'ils cherchent mon nom, Patient Baraka, ils le verront sur YouTube, en Lingala seulement. Mais maintenant, en ce qui concerne cette question, je vais éclairer l'opinion congolaise. Le lieu où vous jouez, ou bien l'emplacement où vous jouez, ou bien l'âge avec lequel vous jouez, ou bien le sexe avec lequel vous appliquez, ne donne pas... Est-ce que tous ces facteurs comptent? Ne comptent en rien, en rien, en rien. Même si, tu vois, les gens qui nous envoient des photos là-bas, joue pour moi, si vous jouez pour moi aux États-Unis, je vais gagner. Oh, celui qui est au Canada, joue pour moi. Si vous jouez, même du format photo, beaucoup de formalités. Mais il faut me laisser maintenant expliquer. Mais maintenant, tous ces facteurs-là dont vous parlez, il y a des facteurs qui comptent et des facteurs qui ne comptent pas. Mais l'emplacement, le lieu, le cybercafé ne vous donne pas une chance quelconque. Celui qui est à Maluku, celui qui est à Kasumbalesa, celui qui est à Goma, celui qui est à Lubumbashi, ils ont tous la même chance. Et ta sœur qui joue pour toi, qui est en Afrique du Sud, toi en tant que Congolais, ils ont tous la même chance. Non, on peut aussi jouer à votre place. Non, c'est-à-dire, c'est pourquoi je vais y revenir. Je vais dire ceci. Maintenant, compte tenu des difficultés que le département d'État américain a enregistrées avec des gens qui ont triché, ou bien qui ont tenté de tricher, ou bien des gens qui se sont improvisés. Moi, je suis ici, toi, tu joues pour moi, sans m'informer parce que tu connais mon nom et tu as ma photo qu'on avait prise il y a 5 ans, tu joues pour moi, et subitement, je gagne.
et tu m'appelles patient, voici tu as gagné, il faut me donner 5 000 $, il faut me donner 10 000 $ pour que je te donne l'information parce que tu dois aller aux États-Unis. Pour pallier à toutes ces insuffisances, mais beaucoup plus la fraude, ils ont institué une nouvelle condition. Et c'est pourquoi je suis venu ici pour que les Congolais de Kinshasa et de partout... C'est quoi la condition? Comprennent. À partir du mois de juin, le département d'État a annoncé un décret instituant. Juin de l'année en cours. Du mois de juin 2019, voilà. Le département d'État américain a institué une nouvelle loi qui exige à ce que tout appliquant de la DV Loterie 2021, qui va commencer d'ici le 2 octobre jusqu'au 5 novembre 2019, doit absolument avoir un passeport. Il faut avoir un passeport de votre pays d'origine. C'est-à-dire quoi? Si toi, tu allais jouer pour moi parce que tu es en France, tu as accès à l'Internet, mais maintenant, tu as besoin de mon passeport. Parce qu'il faut, le numéro du passeport doit être sur le formulaire, le nom tel qu'écrit dans le passeport, mais aussi la date d'expiration du passeport doit être dans le formulaire. Et si vous manquez ces éléments-là, donc vous n'allez pas jouer. C'est-à-dire quoi? Parce qu'au moins, les États-Unis récupèrent 50 000 récipients chaque année, gagnants chaque année, mais il y a au moins 10 millions de gens qui jouent de par le monde, les pays qui sont qualifiés, comme je l'ai dit, de par le monde. Maintenant, cette année, je ne pense pas qu'on aura même 10 millions de participants, parce que beaucoup n'ont pas ces passeports et ils ont été pris à pied levé, quoi. Parce que c'est une décision qui a été prise juste pour pallier au fait que beaucoup de gens, ils se sont retrouvés gagnants sans avoir demandé aux autres de jouer pour eux. Mais maintenant, c'est pourquoi ils ont exigé le passeport. Si tu me suis ici et que tu veux jouer à la loterie 2021 qui commence le 2 novembre, le 2 octobre 2019, dans quelques jours, il faut absolument cherché comment obtenir un passeport de ton pays. Je dois préciser, donne-moi une minute, je dois préciser que les passeports sont exigés seulement pour les applicants principaux. Les applicants principaux. Si c'est papa qui va jouer, c'est lui dont on a besoin du passeport. Donc, si un père veut jouer pour toute la famille, c'est seulement lui qui doit présenter les passeports. Oui, c'est papa seulement qui doit enregistrer son passeport pendant le jeu sur le formulaire électronique. Les passeports, c'est à présenter au cyber ou, je ne sais pas moi, à l'ambassade. Non, on n'est pas encore au niveau de l'ambassade. Au niveau de l'ambassade, si du moins vous avez gagné, parce que la probabilité de gagner... Pour se présenter dans un cyber et espérer tenter votre chance, il faut au préalable présenter le passeport. Il faut avoir un passeport lorsque vous allez dans un cyber cette année 2019. Si vous allez jouer, il faut avoir un passeport en bonne et due forme. Si vous n'avez pas un passeport, vous n'allez pas jouer. Donc, même le cyber ne saura pas jouer parce que le formulaire déjà existe ces conditions-là. Mais je dois revenir aussi sur certaines conditions dont vous avez citées en passant. Parce que vous devez avoir un passeport pour le papa et la maman. Si la maman veut aussi déclarer, les deux personnes qui ont la seule chance de jouer doublement, c'est papa et maman. Parce que papa peut jouer et déclarer la maman et les enfants. Et la maman joue et déclarer papa et maman comme c'est dépendant. Donc, les deux doivent avoir le passeport. Même si vous avez 50 enfants, les 50 dépendants ou les enfants n'ont pas besoin d'avoir de passeport. Seulement vous qui allez jouer. Et si papa vit seul sans maman, donc papa va jouer une seule fois. C'est lui seul qui doit avoir le passeport. Maintenant, les autres conditions qu'il ne faut pas ignorer. La dimension de la photo qu'on exige selon les standards américains. Je pense que la plupart des cybercafés le savent. Mais aussi l'image, comment vous vous présentez, il ne faut pas avoir des lunettes, il ne faut pas avoir les chapeaux, les annonceurs, nous disons annonceurs, il ne faut pas avoir des mèches qui couvrent vos oreilles, il faut que vos deux oreilles soient visiblement et vous devez regarder tout droit dans la caméra. Beaucoup de cheveux comme Néhémie. Oui, il faut regarder tout droit dans la caméra. Ce sont là les quelques conditions qu'on exige que vous devez remplir. Mais il faut savoir que même si vous gagnez, il faut vous préparer aussi. Ça, je l'ai dit à mes frères congolais. Vous préparez à l'interview à l'ambassade. Parce que souvent, les gens, ils vont comme si j'ai gagné, je pars avec mon passeport, on met le cachet. On doit te poser des questions sur votre passé. Est-ce que vous avez déjà été arrêté? Bon, cette femme, vous dites que c'est la vôtre. Est-ce que vous avez un certificat de mariage? Les enfants, donc vous déclarez, est-ce que vous avez des certificats de naissance? Ce sont des documents qu'il faut préparer et j'espère que les gens vont comprendre que ce n'est pas un easy way to go to the United States. Il faut se préparer avec toute la documentation que l'ambassade va vous exiger, comme je l'ai dit. Voilà, M. Patient, il y a des questions qui se posent.
Parfois, vous verrez quelqu'un qui n'a peut-être pas de moyens pour financer son voyage jusqu'à la fin, mais il va quand même tenter sa chance. Ouais. Et puis, le monsieur réussit. Mais lorsque quelqu'un n'a pas des moyens pour prendre en charge son voyage, il y a parfois des cyber qui font passer des communiqués comme quoi, voilà, nous allons soutenir la prise en charge. Ça se passe comment? Bon, justement, c'est un business, il faut le dire, c'est un business. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'abus de la part des cybercafés et j'en appelle à mes frères et sœurs qui ont des bureaux ici pour aider nos frères. Je pense que l'altruisme, l'essence de l'amour et l'essence du business doivent être combinés ensemble. Ça ne doit pas être un moyen d'exploitation des uns et des autres, mais c'est un moyen d'enrichir la communauté congolaise qui voyage à l'extérieur. Et je vais dire quoi? Lorsque quelqu'un a gagné, certainement, il peut ne pas avoir les moyens parce qu'il faut avoir les billets pour les enfants, les démarches au niveau de l'ambassade, il faut les chèques médicaux, c'est 400-500 $ par personne. Bon, on doit vérifier les documents, il faut avoir les documents de police pour montrer que tu n'as jamais été arrêté, ou bien tu n'as jamais été en prison, ou bien commis des crimes, pour éviter que tu ailles les commettre aux États-Unis. Et donc, ils comprennent, les gens de cybercafé comprennent toute la procédure. Mais maintenant, le problème, c'est le prix qu'ils imposent aux récipients, à leurs clients. J'estime qu'il y a moyen de trouver ce qu'on appelle win-win solution. You win and I win. C'est-à-dire qu'ils devraient quand même imposer un certain prix qui est raisonnable. Si les billets coûtent 900 $ ou 1000 $ de Kinshasa aux États-Unis, dans n'importe quel État, ils devraient y ajouter peut-être 300-400 $ et non pas doubler à 2000 $ parce que finalement, nous avons des familles qui sont arrivées aux États-Unis et qui se sont lourdement endettées. Et vous voyez quelqu'un avec 5 enfants, ils ont une dette de 20 000 $. Et nous, on s'étonne, on se dit comment, non, ils m'ont aidé ceci, ils m'ont aidé à ceci, et c'est comme ça qu'on est arrivé à 20 000 $. Je les ai laissé le livre du parcelle, je les ai laissé quelques gages, hein, et je dois commencer à payer. Et nous, on dit que ça, ce n'est pas bon. Il y a moyen de balancer. Parce que les gens, lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, ils doivent aussi commencer une nouvelle vie, s'intégrer dans cette communauté. Et ils nous donnent cette lourdeur de commencer à les aider pour qu'ils commencent à rembourser leur argent, tout en étant dépendant de nous. Parce que maintenant, ils deviennent une charge plutôt que de se prendre en charge. Je pense que j'ai répondu à la question. Voilà, je vais revenir un peu en arrière dans les dossiers passeport pour jouer cette fois. Déjà, dans les différents cyber, les gérants des cyber exigent pour la participation, pour tenter de jouer, il faudrait que celui qui va jouer puisse payer parfois 5 $, voire 10 $, ça dépend d'un cyber à un autre. Est-ce que vous voyez tous ces gérants être sincères avec leurs clients cette fois pour leur dire qu'en tout cas cette fois, si vous n'avez pas de passeport, ne venez pas. Ou soit ils vont laisser les gens venir, puis ils prennent les 5 ou 10 $. Monsieur Hervé, je suis venu ici parce que j'ai une certaine technicité et c'est une matière que je maîtrise très bien. Nous avons un bureau au Michigan, là-bas, dans la ville de Grand Rapids, où les gens savent très bien, les gens qui me suivent, ils savent que nous avons un bureau et nous aidons nos frères. Voici le problème. Il faudrait ouvrir aussi ce bureau ici à Kinshasa. Voici le problème. Le département d'État a mis à la disposition du monde entier, les pays qui sont éligibles, je l'ai dit, le droit de participer gratuitement. Et on ne demande même pas 1 $. Et je le dis. Mais tous ces gens qui font payer les gens les 5 $ et 10 $. Mais je dis, c'est l'abus de confiance, mon frère. C'est l'abus de confiance. C'est le fait que les Congolais ou bien les Congolaises ne connaissent pas les tenants, les aboutissants de ce jeu-là. C'est pourquoi on est en train de le louper, les 5 $, les 10 $. Je pense qu'il n'y a pas de frais d'enregistrement. Et mes frères qui sont en train de faire ça, ils sont en train d'abuser de leur pouvoir. Ils ne devraient pas demander les frais d'enregistrement. Parce que même les préconditions, la pré-enregistrement ne vous donne pas la chance, plus que celui qui est à Kasumbalesa, plus que celui qui est à Ruchuru, celui qui est à Vichumbi, celui qui est à Kisangani. Non, vous avez tous les mêmes chances et ça ne vous ajoute en rien le fait d'avoir payé 10 $ d'avance ou bien d'avoir, even if you advertise on your TV, loudly saying that, you know, if you come to our cyber cafe, we can help you win. It's not true. Le cybercafé, ils ne font que le même travail que toi tu peux faire, que moi je peux faire. Et c'est au département d'État, lorsqu'on départage, après avoir enlevé tous ceux-là qui ont tenté de tricher, il y a 10 millions qui participent. Je vous informe que dans les 10 millions, au moins 4 à 5 millions sont éliminés. Les gens qui ont joué 2 fois, les gens des pays non éligibles qui ont tenté de tricher,
un Français qui tente de jouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France n'est plus éligible. Non, la France, ils ont atteint les seuils, comme je l'ai dit, comme le Canada. La RDC pas encore. Le RDC a encore la chance. Mais bon, maintenant, on élimine tous ceux-là qui ont joué 2 fois. Celui qui a... Vous jouez dans cybercafé, vous allez encore dans un autre cybercafé pour tenter d'avoir des chances. Je vous informe que nos ordinateurs sont capables de détecter, même à 99,99% votre face, votre photo, et dire que celui-ci, on le retrouve encore ici, on le retrouve ici. Et donc, on élimine tous ces gens-là qui sont tentés de chanter, qui veulent tenter leur chance 2 fois, 3 fois, en jouant 2 fois. Donc, on les élimine. Et finalement, celui qui a été honnête, il a joué une seule fois. Ce sont ces gens-là qui sont retenus, à peu près 5 à 6 millions. Et c'est dans les 5 à 6 millions qu'on doit tirer maintenant les 50 000. Et voici que c'est une chance. C'est-à-dire que pour chaque année, les États-Unis, sur les 10 millions de gens qui vont jouer, les États-Unis ne sélectionnent que 50 000. Non, les États-Unis, après avoir éliminé les tricheurs, les fraudeurs et les gens qui n'ont pas atteint les critères, c'est dans le reste maintenant des nombres qu'on doit sélectionner 50 000 chaque année. Et les 50 000 seront notifiés pour aller dans les ambassades respectives de leur pays, en fait de poursuivre le processus. Maintenant, il faut présenter votre identité, votre passeport, tout ça. Prendre maintenant le passeport pour tous les enfants qui n'avaient pas de passeport, parce qu'il ne faut pas l'acheter de passeport pour les enfants pendant que vous n'avez pas encore gagné. Mais du moins, vous, papa ou maman, vous en avez besoin si vous devez sortir du pays à tout moment. Mais maintenant, c'est à ce moment-là que maintenant vous remplissez les autres conditions. Et là, j'en ajoute, je dois clarifier net et clair sur Congo Boss TV ce que je suis en train de dire. Mes chers frères, si vous avez un site américain, là où on vous demande de payer 10 $, 20 $, ou bien les frais administratifs, ou bien les frais d'enregistrement, une site quelconque, sachez que ce sont des voleurs, ce sont des bandits. Et souvent, les sites-là, vous savez où on les retrouve? On les trouve à Haïti, on les retrouve à Jamaïque, on les trouve au Nigeria, on les trouve au Ghana, on les trouve à Russie. Ce sont ces gens-là qui créent le même site, dupliquer le site américain. Ils prennent le département d'État ou bien la Maison Blanche, ils mettent là-bas les drapeaux américains. Tout semble se ressembler. Donc, it look like the same thing, but it's not the same thing. Et là, maintenant, lorsque vous commencez à jouer comme ça, vous dites non, oh, nous allons vous aider pour obtenir votre carte, mais il faut mettre votre carte de crédit ici pour nous payer 10 $, 20 $. Ou bien aller acheter une carte carte Visa ou bien Mastercard pour nous envoyer tel frais d'enregistrement. Mais aussi, je dois clarifier net qu'il n'existe pas, je le dis bien, il n'existe pas la DV Loterie pour le Canada. C'est faux et archi faux. Depuis que le Canada est Canada, il n'y a pas un programme de DV Loterie là-bas. J'ai même vu récemment une banderole quelque part où on a annoncé la DV Loterie pour les Canada, la France. Donc tout ça, c'est faux. Non, je vous dis que ce sont des fausses informations et ce sont des pilleurs, ce sont des voleurs, ce sont des escrocs. Vous pouvez les qualifier comme vous voulez, qui cherchent à miser sur l'engouement des gens, les gens qui veulent sortir du pays. Mais la seule loterie qui existe au monde, c'est les États-Unis seulement. Et vous donc, devez... Pas de Canada, pas de France, pas de Belgique. Si vous voyez, parce que le département d'État du Canada, le département des affaires étrangères, a annoncé, et ils ont publié même des messages, pour dire arrêtez, il faut diffuser ces messages. On est en train d'escroquer des milliers de gens, soit disant que le Canada, parce que le Canada a besoin des travailleurs. Il y a un communiqué qui circulait récemment. Et vous savez, le Canada a 50 à 70 millions d'habitants, pendant que les États-Unis, nous sommes 350 millions. Et nous allons faire, we have a census coming next year. Le census, I don't remember how you say it in French. Census next year, we want to make sure we enroll everybody. We know the number of people in the United States. Mais au Canada, c'est un pays qui a besoin des immigrants, mais ils n'ont pas un programme de développement. Au contraire, je dois préciser en tant que consultant en cette matière que le Canada a d'autres programmes où vous pouvez aller appliquer à l'ambassade du Canada ou bien chancellerie ou bien consul du Canada pour dire moi je suis un médecin docteur, moi je suis un ingénieur, moi j'ai telle technicité et je voudrais émigrer et vivre au Canada.
je parle français, je vais aller au Québec, ou bien je parle anglais, je peux aller dans l'État de Ontario, je vais vivre là-bas avec ma famille, mais nous apportons ceci et ceci comme technicité. Donc, c'est sur base de votre technicité que vous allez introduire le dossier auprès des instances du Canada. Et le Canada va étudier le dossier, ça peut prendre 1 année, 2 ans, 3 ans pour vous approuver et en même temps. Et donc, vous allez voyager aux États-Unis, au Canada pour y rester et y travailler. Il existe ce programme-là, mais il n'existe pas. Il n'existe pas un développerie made in Canada. That's a lie. That's a crook people trying to steal people's money. Reparlons un peu des critères de sélection de ceux qui, les 50 000 personnes que les États-Unis prennent parce qu'ils ont gagné. Est-ce que la procédure c'est fait comment? Est-ce que c'est par tirage au sort ou on sélectionne sur, disons, selon l'ordre d'arrivée? Non, écoute, moi je vous ai dit que d'abord il faut que votre pays soit qualifié. Deuxièmement, votre pays est éligible. Parlons des pays qui sont qualifiés. Oui, vous êtes éligible. Vous-même, vous avez un diplôme d'État ou un document qui prouve que vous avez une expérience professionnelle de 2 ans et plus. Vous avez reçu les critères des photos, Mais maintenant, au-delà, quand vous me posez cette question-là, aux États-Unis, ce que l'on veut, c'est quoi? L'on veut que tu puisses, dès que tu arrives là-bas, vous obtenez votre carte verte pour vous insérer maintenant dans la vie professionnelle. Vous n'allez pas là-bas pour dépendre de l'assistance sociale, mais vous allez là-bas pour travailler, mais aussi étudier, mais aussi participer au développement de ces pays-là. Donc, voici les critères ici et voici les critères là-bas. Mais entre parenthèses, nous mettons aussi la nécessité de comprendre que l'ambassade joue un rôle très important pour obtenir votre visa, quand bien même vous avez gagné à la loterie. Monsieur Patient, quel est aujourd'hui les bénéfices des États-Unis d'organiser ces Jeux? Est-ce que vous dites que les États-Unis ont plus de 300 millions d'habitants? Alors, quel est aujourd'hui leur bénéfice d'organiser ces Jeux? Est-ce que les États-Unis, je dirais, est-ce que c'est par pitié qu'ils organisent la DV-loterie ou c'est parce qu'ils estiment que non, nous avons encore des vides à combler? Non, ce n'est pas par pitié. Le capitalisme n'a pas des émotions, ni des sentiments, ni même des états d'âme. Le capitalisme, comme tu le sais, il faut exploiter l'opportunité que vous avez. Alors, qu'est-ce que les États-Unis gagnent en organisant ces Jeux? Les États-Unis, c'est ce qu'ils gagnent. Nous avons besoin d'une main-d'œuvre qualifiée aux États-Unis. Ce n'est pas tout le monde qui peut travailler dans la manufacture. Ce n'est pas tout le monde qui peut travailler dans des maisons, dans des hôtels, tous les Américains. Mais nous savons qu'il y a moi ou toi ou quelqu'un d'autre qui peut faire ce travail-là et se retrouver. Donc, ils ont besoin d'une main-d'œuvre plus ou moins qualifiée dans des domaines techniques, dans des domaines d'enseignement, dans certains domaines comme l'agriculture. Et ils ont besoin d'amener des gens, au lieu que les gens viennent en sautant les murs, ils veulent amener des gens par la voie légale. Ça, c'est un. Deuxièmement, les États-Unis gagnent non seulement parce que ces gens-là, ils travaillent, ils paient la taxe. Écoute, moi, je paye parfois 2 000, 3 000, parfois 5 000 $. Et si tu as un business, tu payes parfois 10 000. Si Google te dit qu'il paye peut-être 800 millions de dollars aux États-Unis, à l'État fédéral des États-Unis, parce qu'ils ont fait 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. C'est beaucoup d'argent qui entre dans les trésors publics. Mais il faut savoir ceci. Les États-Unis ont compris que la diversification, c'est une puissance, c'est une force. Le fait qu'on a des Chinois qui sont aux États-Unis, des Anglais qui sont aux États-Unis, des Congolais qui sont aux États-Unis, des Burundais qui sont aux États-Unis, des Tanzaniens qui sont aux États-Unis, ça crée une synergie culturelle que je ne peux pas vous expliquer. C'est toute une force. Toi, tu es dans le football, l'autre, il est dans le basketball, l'autre, il entre dans l'armée américaine. Et voici, nous avons l'armée la plus forte au monde. Nous avons les sportifs les plus forts au monde. Nous avons les boxeurs les plus forts au monde. Nous avons tout. L'habillement, tout. La musique la plus élevée au monde. Nous avons les films les plus regardés au monde. Nous avons tout.
parce que nous avons compris que si on amène un Japonais, on le met à côté d'un Congolais, un Congolais amène sa musique et l'autre. Et donc cette synergie-là culturelle, c'est une force que les États-Unis ont compris. Mais aussi, j'ai ajouté que les récipients des cartes vertes, ils sont éligibles à entrer dans l'armée américaine après avoir, mes fils qui ont compris l'anglais, fait quelques cours pour être capable de parler l'anglais. Parce qu'on vous considère comme quelqu'un qui va devenir un citoyen américain, un patriote américain. C'est un acte civique que vous posez en entrant dans l'armée américaine aujourd'hui. Même si vous pouvez servir une année, 2 ans, 5 ans, parce que là-bas c'est un contrat, et puis vous sortez. Donc c'est un apport substantiel que les immigrés par la carte verte apportent aux États-Unis et ils en sont très reconnaissants. Voilà, M. Patient, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais une dernière préoccupation. Quelqu'un qui joue à la DV Loterie, il gagne, mais dans les 2 ans, pour remplir les formalités, il n'arrive pas à le faire parce qu'il n'a pas les moyens. Qu'est-ce qui arrive après que les 2 ans soient expirés? Non, mais qu'est-ce qui arrive après? Est-ce qu'il aura encore la chance de rejouer l'autre fois où le département va directement l'aligner dans la liste des gens qui seront désormais inéligibles? Non, 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 non. Vous pouvez jouer autant de fois. Et si vous avez raté votre voyage parce que vous avez manqué de fonds, c'est pourquoi il y a ces agences ici je m'excuse, qui sont en train de demander aux gens d'aller dans leur bureau pour les aider financièrement. Mais si vous avez déjà votre visa de votre passeport et vous ratez de voyager, écoute, le visa expire. Vous ne pouvez pas aller à la... Écoute, Hervé, vous ne pouvez pas vous présenter à l'aéroport avec un visa qui expirait au mois d'août et vous dites, moi, j'ai mon visa pour aller aux États-Unis. Et on regarde, on vous dit, non, tu devrais entrer aux États-Unis avant le 1er août ou bien le 31 août. Maintenant, c'est dépassé. Vous n'allez pas entrer. Il faut encore recommencer le démarche. Soit demander à l'ambassade de revoir votre dossier si vous avez des raisons comme les raisons de santé, des raisons de guerre, des raisons de déplacement. Il y a des raisons qui peuvent comprendre. Mais si c'est seulement des raisons d'ordre économique que vous n'avez pas voyagé, je pense que votre visa ne sera pas renouvelé. Dans ce cas-là, alors vous pouvez encore rejouer. Vous êtes éligible de jouer autant de fois. Le département d'État ne va pas vous éliminer. Est-ce qu'il y a une différence entre un demandeur d'asile, un réfugié, et quelqu'un qui gagne à la dévéloterie qui va résider aux États-Unis? Moi, c'est pourquoi je vous disais qu'il fallait m'inviter ici, parce que ce sont des questions de vie et de mort. Vous savez, un réfugié, lui, il ne demande pas d'aller aux États-Unis, mais il est amené par rapport à un pays tiers où il réside en tant que réfugié. Il a fui son pays et il doit remplir 4 critères. Il doit justifier qu'il a fui son pays. Il a été persécuté dans son pays à cause de son appartenance politique, à cause de son appartenance religieuse, à cause de son appartenance ethnique ou bien tribale. Bon, moi, je suis de telle ethnie. On est en train de nous massacrer ici. Tel que vous le savez, ça s'est passé à l'est du Congo. Je ne ressemble pas à telle ethnie. Il y a eu les mêmes choses au Kenya, aux mêmes choses au Somalie, et on connaît même au Sud-Soudan, il y en a. Donc, ce sont là les critères. Mais aussi pour votre appartenance politique, mais aussi pour votre travail humanitaire, qui vous a amené, qui vous a mis dans des conditions où vous risquez votre vie parce que vous avez dénoncé, par exemple, les violences contre la femme, vous avez dénoncé des arrestations arbitraires, et cela vous cause un danger. Vous pouvez être un réfugié et aller aux États-Unis. Là, c'est le département d'État américain qui organise avec l'immigration de venir vous chercher dans les pays. Bon, maintenant, ça, c'est les réfugiés. Les demandeurs d'asile, qu'est-ce qu'ils font? Les demandeurs d'asile, il y a des choses. Il y a des gens qui prennent le visa ici pour aller aux États-Unis, et lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, dans un pays tiers, comme un pays développé, et il demande maintenant, il dit non, moi je me déclare réfugié à partir d'ici, je ne peux pas rentrer au Congo. Et maintenant, ça devient difficile pour obtenir les papiers. Mais tu dois être capable de prouver noir sur blanc qu'il y a une menace sérieuse qui ne vous permet pas de retourner dans votre pays d'origine. Il faut avoir des preuves pour démontrer aux officiers d'immigration. Et c'est un processus que vous devez aller. On ne va pas vous jeter, on ne va pas vous mettre en prison, on va vous garder. Mais il y a aussi ceux-là qui entrent par la frontière, non pas par avion, qui viennent par la frontière sud ou nord. Ils arrivent à la frontière, ils disent, moi je suis congolais ou congolaise, je ne pouvais pas rester dans mon pays non plus à cause de telles histoires qui m'ont arrivé, ou bien arrivé à ma famille, ou bien à cause de mon appartenance politique, comme je t'ai donné les 4 raisons que les Nations Unies considèrent comme les raisons primaires pour demander l'asile. Et on vous accepte. Vous pouvez passer par des courbatures, mais je pense que la bonne voie pour entrer aux États-Unis et la meilleure voie, c'est la voie de loterie. Parce qu'un réfugié, quand il arrive là-bas, il a au moins 2 ans
à 5 ans pour pouvoir sortir des États-Unis. Mais quelqu'un qui a gagné la loterie, je te dis, dans un mois à 6 mois, il peut obtenir sa carte verte et venir voir sa grand-mère ici, et venir voir son père ici, et aller à Dubaï acheter ses marchandises, parce qu'il peut sortir et retourner aux États-Unis. Partout là où il est résident des États-Unis par la carte verte qui lui octroie ces droits-là. Mais il ne peut pas, et ça je précise en tant que consultant, tu ne peux pas passer plus de 6 mois en dehors des États-Unis lorsque vous avez la carte verte. Si vous passez 6 mois et un jour, je dis bien un jour, la carte verte expire. Même si elle a une durée de vie de 10 ans, mais le fait que vous avez demeuré plus de 6 mois, c'est une loi très stricte. Vous avez passé plus de 6 mois en dehors des États-Unis, c'est que vous avez renoncé à votre résidence. Vous arrivez à la frontière comme ça, on vous met à côté, on vous retourne dans l'avion qui rentre dans votre pays d'origine. Monsieur Patient, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Vous allez regarder la caméra devant vous pour vous adresser aux Congolais qui vous regardent à travers le monde. Bon, mes chers Congolais, d'abord, je vous remercie parce que vous nous suivez beaucoup plus sur la chaîne Congo Buzz. Je disais que j'ai fait une vidéo en lingala. Vous allez la retrouver si vous tapez Patient Katabara Baraka et qui vous explique la même chose. Maintenant, nous en parlons en français. J'aurais souhaité le faire en anglais également, en Swahili, et peut-être en Chiluba, à Kikongo, mais malheureusement, le temps ne nous permet pas, même si je peux maîtriser 3 ou 4 langues. Mais aussi, je voulais dire bonne chance à tout le monde qui veut jouer la loterie 2021. Il faut y s'y mettre avec une bonne attitude de gagnant. Il ne faut pas considérer que le cybercafé va vous donner telle ou telle chance. Nzambe, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui va vous bénir. Mais je vous dis ceci, il faut seulement respecter les critères dont on a cité ici, la photo, le passeport et les autres critères pour être sélectionné. Et donc, je vous dis que c'est une bonne affaire qu'il faut tenter votre chance. Quand bien même il faut mesurer, si vous avez les opportunités de rester au pays, restez au pays. Mais si vous avez des enfants dont vous voulez donner l'opportunité d'avancer dans les études, vous êtes les bienvenus aux États-Unis. Et donc, nous disons aux gens de Cybercafé de bien traiter vos citoyens, vos Congolais, avec un esprit patriotique et ne pas les escroquer et ne pas les mettre dans des dettes telles que nous avons dit. Mais beaucoup les orienter parce qu'il y a ceux-là qui sont tentés de venir, ils laissent leurs épouses ici, soit disant quand ils arrivent aux États-Unis, ils vont déclarer leurs épouses, c'est faux et archi faux. Tu laisses ta femme ici, dès que tu arrives là-bas, tu es célibataire, monsieur, tu dois recommencer le processus de mariage à zéro. Donc ça, c'est un point très important. Et si vous laissez vos enfants ici pour aller là-bas, pour dire, vous allez venir les chercher, si vous ne les avez pas déclarés sur votre DSA 60 ou bien DS 260, sachez que vous n'allez pas les faire entrer parce que c'est comme si vous êtes entré célibataire sans enfant. Ça devient difficile de les déclarer. Donc, être sûr que lorsque vous êtes dans ce processus-là, il faut remplir ces documents-là de l'ambassade en y mettant tous les noms de vos enfants, les noms de vos enfants vivants, ceux-là qui vivent avec vous et ceux-là qui ne vivent pas avec vous, pour leur donner la chance. Et donc, je vous souhaite tous bonne chance. Merci beaucoup à Congo Buzz TV, mais aussi partagez cette vidéo pour que la connaissance puisse s'épanouir et que les autres ne puissent pas tomber dans les pièges des escrocs avec les websites qui ne fonctionnent pas. Monsieur Patient, merci de nous fournir toutes ces informations. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'avoir été dans votre chaîne télévisée. Ça n'est donc fini pour ces numéros très spéciaux de votre magazine ActuBuzz. Mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous Monsieur Patient Katabara Baraka, consultant en matière d'immigration. Il nous a fait des révélations, il nous a fait comprendre ce que c'est la dévéloterie. Je vous retrouve très prochainement dans un autre numéro, toujours de votre magazine ActuBuzz. Merci à l'équipe technique, Néhémie, le nouveau patron de la réalisation, Jacob qui n'a fait que dormir, Omo qui nous a fouillé. Abonnez-vous très massivement à notre chaîne Congo Buzz TV. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.